Koufanourou. Ok, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Je viens là pour vous partager ma petite expérience et aussi poser une question liée à ça parce que j'ai eu des soucis avec ça. Voilà, bon, moi je suis un débutant dans l'enseignement, je n'ai qu'une année d'expérience. Ma première année, je tenais deux classes, la 6e et la 5e. Le souci est que dès mes premiers contacts avec la classe de la 6e, je me suis laissé aller facilement. Bon, je sais pas, j'étais trop proche des élèves et il y avait une certaine familiarité, bon, exagérée entre moi et les élèves. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je ne sentais pas, bon, il me respectait, mais il ne me prenait pas au sérieux. Donc, toutes les décisions sérieuses que je prenais allaient en compte. Bon, il prenait ça pour de l'amusement et ça fait que j'ai vraiment souffert pour gérer la classe là. Maintenant, le paradoxe est qu'il y a un jour, je les ai posé la question, est-ce qu'ils se comportent comme ça dans les autres cours? Ils disent non. Et ils ont pris un exemple d'un collègue. Voilà, il s'agit d'un professeur d'histoire géo. Voilà, il a dit que quand histoire géo rentre, que même un mouche ne vole pas dans la classe. Et en même temps, ils ont dit que malgré ça, que je suis leur meilleur professeur. Maintenant, je ne sais pas. Ce qui fait que je suis un peu dans l'embarras. Je ne sais pas quel est le juste milieu que je devrais me créer pour vraiment rendre la classe disciplinée. Parce que ce que je dis, c'est le côté bavardage. Ils m'ont trop fatigué. Donc, c'est la question que j'avais à poser. Merci. Ok. Il y a des experts dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut essayer une réponse? Comment être proche, mais garder aussi sa distance? Est-ce que de votre expérience d'élève, vous avez des professeurs qui avaient à la fois cette proximité, mais arrivaient à toujours maintenir la distance quand il le faut? Il y a déjà les comédiens ivoiriens disent que quand il y a un que j'ai suivi qui faisait la comédie sur l'ONU qui dit quand tu es bon 2 fois tu deviens bonbon et quand tu deviens bonbon on te suce. Et c'est exactement l'expérience que tu as vécue. Oui, c'est comme je l'ai dit, il faut avoir des attentes. Et les attentes là, ça établit les limites. Par exemple, oui, Diabondi. Ah, ok, merci beaucoup. Je voulais me prononcer là-dessus aussi. J'ai vécu la même situation. C'était la 6e et la 5e. Donc, j'ai fait exactement ce qu'il lui aussi il avait fait. Et ça, vraiment, j'ai suivi pour finir l'année. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis silence, les enfants prennent ça comme du jeu. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Donc maintenant, la deuxième année, ce que j'ai fait, est que j'ai été très doux, mais quand il s'agit de sanctionner, je ne m'amuse pas. Donc ça fait que s'amuse, ils savent que si, c'est bien vrai, je m'amuse, si un enfant ose aller en dehors des lignes tracées, ce qui va l'arriver ne va pas vraiment l'arranger. Donc, tout ce qu'ils faisaient, je peux m'amuser avec eux, mais quand il s'agit du respect des règles, je ne m'amusais pas. C'est ça qui m'a sauvé. Ouais. Voilà. Mais la première année, pour terminer l'année, ça n'a pas été facile. Ouais. et je vais profiter de répondre avec mes observations sur mes anciens professeurs et comment j'ai imité certaines de leurs pratiques. Ma seconde, on avait un prof d'allemand, mais aussi un prof d'anglais qui, ce sont des grands ambianceurs. C'est-à-dire le cours est très intéressant
ils aiment ouvrir les parenthèses et quand ils ouvrent les parenthèses, on rentre dedans. Mais quand il dit la parenthèse est fermée, la parenthèse est fermée. Ça veut dire qu'il a cette proximité et la distance nécessaire. Ça veut dire quand il a besoin de décomplexer certains sujets pour faciliter la compréhension, il décomplexe, vous avez la possibilité d'aller. Mais quand il dit nord, tout le monde parle nord. Quand il dit sud, tout le monde parle sud. Et après il dit c'est la récréation, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais quand il revient encore pour dire c'est l'ordre, c'est l'ordre. Donc c'est pour cette raison que je dis être 100% dictateur, ça ne marche pas. Ça peut marcher côté discipline, mais ça ne marchera pas peut-être côté apprentissage. Être 100% promoteur de l'anarchie, qui permet à tout le monde de faire tout ce qu'il veut, ça ne marchera pas parce qu'il y aura toujours des élèves qui veulent se concentrer. Donc il faut arriver à faire une médiation de ces différents, de ces deux extrémités-là pour pouvoir trouver un milieu. Parce que le milieu que je parle ici, c'est quoi? C'est faire en sorte que tu dis, je comprends que on ne peut pas vous diriger, on n'est pas là pour vous diriger, on est là pour modérer. Ça veut dire on n'est pas dans un camp militaire, on est dans un camp d'apprentissage. Et dans l'apprentissage, il faut permettre l'ignorance de se dévoiler pour qu'on puisse l'affronter avec le savoir. Si on ne donne pas l'occasion à tout le monde de s'exprimer, pour qu'on puisse voir où se trouve le gap de savoir, eh bien, on ne peut pas avoir l'occasion de combler tout le savoir. Si l'enfant a peur de l'enseignant, il y a des questions d'éclaircissement qu'il devrait pouvoir poser, mais qu'il ne pourra pas poser. Pour ces raisons-là, il y a besoin de proximité, il y a besoin de détente de l'atmosphère, il y a besoin de les laisser souvent errer. Mais quand il est temps maintenant de se concentrer pour permettre à tout le monde d'apprendre, eh bien, il y a lieu d'évoquer la rigueur pédagogique, la rigueur didactique nécessaire. Et il faut que ça soit communiqué. Voilà, je ne joue pas avec l'apprentissage, je ne joue pas avec l'enseignement. Mais je sais que le jeu est important dans l'apprentissage et l'enseignement. Donc, si je demande à ce que il y ait du silence, c'est pour permettre à tout le monde de suivre. Et je ne vais jamais tolérer que, parce que quelqu'un ne veut pas apprendre, il empêche l'autre d'apprendre. Parce que s'il y a un qui bavarde, il y a un qui veut peut-être écouter, qui veut se concentrer et il ne pourra pas se concentrer. Donc, durant toute l'année scolaire, je vais permettre à ce qu'on ait des récréations. Je ne serai pas un militaire devant vous. Je ne vais pas à tout moment vous dire de vous taire. Mais quand je vous dis de vous taire une fois, si je dis encore une deuxième fois, la troisième fois, une sanction va s'appliquer. Est-ce que c'est clair? Il confirme. Et donc là, quand tu vas dire taisez-vous, il ne faut pas que ça soit un refrain que tu vas répéter à après chaque phrase ou après chaque deux phrases. Quand tu dis taisez-vous, ça veut dire qu'effectivement, il y a un bavardage qui est en cours et qui peut empêcher à ceux qui veulent se concentrer de se concentrer. Et celui que tu as indexé et demandé de se calmer, tu l'indexes directement et te dis voilà, on veut se concentrer, il y a telle chose qu'on doit couvrir, ou il y a telle chose qu'on doit retenir, parce que si on ne fait pas, l'objectif du cours ne sera pas atteint. Quand tu vas dire la deuxième fois et qu'il y a toujours, tu appliques la sanction que vous avez prévue. Comme je l'ai dit là, il faut maintenant, dans l'application de la sanction, ça pourrait être après le cours, vous l'appelez. Si c'est des moyens que vous avez prévus pour les bavards durant le cours, après le cours, vous l'appelez. Et vous dites, voilà, j'ai constaté que les consignes que j'ai données durant le cours ou au début du cours n'ont pas été respectées. Je vous ai dit à maintes reprises que quand je dis silence, c'est qu'on est dans la vague du sérieux. Et je ne tolère pas qu'il y ait du désordre quand on est dans la vague du sérieux. Vous n'avez pas suivi ce principe, eh bien, la conséquence est que vous avez -1. Parce que c'est ce que j'ai prévu en début d'année. Sache que à la prochaine fois, si ça se reproduit, on passe à -2. Donc, vous n'êtes pas le méchant, mais vous êtes quelqu'un qui est discipliné. Voilà. Ne soyez pas laxiste, mais ne soyez pas aussi trop imbu de votre autorité. C'est ce qu'on
ce qu'on recherche dans la médiation entre les deux là. Peut-être les experts, ceux qui sont en classe pourront avoir des recommandations. Il y a ça, mais l'autre élément, surtout pour ceux qui enseignent, qui sont nouveaux et qui enseignent les classes de 4e, 3e, seconde, première, terminale. Si par erreur vous êtes trop ouvert et que une des petites filles qui viennent d'entrer dans leur puberté rentre dans votre vie, vous risquez de vivre l'enfer sur terre durant toute l'année scolaire. Si par malchance vous sortez avec une de vos élèves et qu'elle décide de vous faire boire la mer Méditerranée, eh bien, sachez que vous allez boire cette mer-là en plein doré. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que quand vous allez à l'école là, toutes les tentations seront là et seront plutôt là. Voilà, il y aura voilà, les tentatives ou tentations sexuelles, il y aura les gens qui veulent essayer pour voir jusqu'à quel niveau vous allez vous énerver. Il y a ceux-là qui veulent essayer pour voir jusqu'à quel niveau vous pouvez vous battre. Donc, il y aura tous les essais et je vous garantis qu'ils ont tous les outils pour vous énerver et pour vous faire fauter. Et si vous faites la malchance de tomber dans ces pièges-là en début d'année ou même en milieu d'année, vous allez demander à partir après le premier trimestre. Donc, quand vous partez, sachez que ils sont en phase d'adolescence. Et dans la phase d'adolescence, ils ont une psychologie spécifique à l'adolescence. Et vous ne devez pas rentrer dans leur jeu. Voilà. Il faut avoir ça en tête. En tout cas, la question des filles, là, si vous tombez dedans et que ça n'a pas marché, quand vous êtes devant eux en classe, ils ne voient plus le professeur, mais ils voient le jeune homme avec qui elle a couché et ce jeune homme-là qui ne l'envoie plus de message. Et donc, tout son comportement envers vous en classe, là, tôt ou tard, ce que vous avez fait la nuit va se dévoiler dans la journée. Et ça va se sentir au niveau de tes collègues, ça va se sentir également au niveau de l'administration, même si personne ne dit mot là. Quand vous marchez, vous savez que les gens vous regardent. Et le poids que ça va avoir sur vous là, si vous ne faites pas attention, vous allez fuir l'école avant que l'année ne termine. Donc, tenez compte de tout cela dans votre relation avec les élèves en classe et dans la cour de l'école. Principe de base, ne draguez jamais une élève que vous enseignez. Voilà, si vous voulez draguer, on dit que quoi, la chèvre broute là où on l'a attachée. Mais c'est pas toutes les herbes que la chèvre broute aussi. Il y a chez nous en Dagara une herbe qu'on appelle mondaire. Et le mondaire là, c'est cette herbe que on ne dit pas à la chèvre de ne pas manger, mais elle-même elle sait qu'elle ne doit pas manger. Parce que si elle mange ça là, la mort est immédiate. Donc vous aussi là, imposez-vous ces mains. Si vous partez draguer des élèves majeurs d'une autre école de la localité, bonne chance. Mais celles qui sont dans vos classes là, elles ont beau exposer leur sexe comment là. Faut regarder à distance et puis tu circules. Alright. Alors, relation avec les collègues. Vous aurez des collaborateurs et non des ennemis, comme je l'ai dit. Voilà, vous aurez en face de vous des collègues qui ont différents niveaux d'expérience. Maintenant, ce qu'il faut retenir est que de la manière dont la population des élèves est mélangée là, c'est de cette même manière que la population de vos collègues seront mélangées. Il y aura parmi les collègues ceux-là qui veulent montrer qu'ils sont experts. Il y a ceux-là qui veulent montrer qu'ils savent plus que vous parce que vous êtes nouveau. Il y a ceux-là qui pensent que vous venez pour montrer que vous connaissez plus que eux, donc ils vont faire des comparaisons. Il y aura toutes sortes de personnalités au sein des collègues. Mais vous ne partez pas pour vous mesurer à quelqu'un, vous partez pour débuter une carrière. Et dans ce cas-là, vous avez tout à faire pour avoir de bonnes relations avec les bad cops et les good cops. Donc, vous avez tout à gagner, à travailler à ce qu'il y ait une bonne relation, ou en tout cas, l'insertion professionnelle soit réussie. Et pour cela, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir aller vers les gens, mais également savoir ne pas s'afficher quand on ne veut pas de toi. En conseil d'administration, ne soyez pas toujours pressé à être le premier à donner l'avis.
Moi, par exemple, mon approche est que j'attends à ce que ma contribution soit utile pour pouvoir prendre la parole. Je peux participer, je suis un grand bavard, mais quand je participe à une réunion où tout le monde est prêt à parler, tout le monde, j'observe. Voilà, je prends une distance et peut-être dans les bavardages, quelqu'un va dire ce que je voulais dire. Si personne n'a dit ce que je voulais dire, c'est vers la fin, je peux lever la main et puis dire ce que je voulais dire. Mais je suis pas pressé. Voilà. Si par exemple, personne ne veut prendre la parole, je peux m'hasarder. Mais quand on est avec des collègues où chacun se dit, il a 40 ans d'expérience, il a 1800 années d'études de l'anglais, donc il a l'anglais, enfin, et c'est lui qui a enseigné l'anglais à Shakespeare et tout, quand c'est le cas là. Moi, je peux même parler mon anglais du Ghana tranquillement. Voilà, je vais pas me comparer à quelqu'un. Je cède le pouvoir aux gens jusqu'à ce qu'ils savent que leur pouvoir peut-être est arrivé à la limite et qu'ils ont besoin d'être poussés. Ils me demandent, j'appuie. Voilà, mais il faut savoir être utile, quoi. Voilà. Donc, quand vous allez aller, il faut avoir déjà tous ces aspects-là. Il peut y avoir aussi des collègues qui sont ouverts et qui sont prêts à partager des expériences. Et ces collègues-là deviennent vos mentors. Quand il y a des collègues qui sont ouverts, vous demandez quelle est la vie dans la localité, quelle est leur expérience dans les marchés locaux, quelle est leur expérience avec les boutiquiers du village. Enfin, dans cette discussion, si vous avez des gens qui sont ouverts et qui vous partagent ce type d'expérience-là, prenez-les comme des mentors. Et quand on dit mentor, on ne veut pas dire que pour les petits problèmes, chaque petit problème, vous allez aller vers lui, non. Mais quand il y a des besoins de discussion professionnelle, vous vous référez à lui, j'ai constaté que la classe de troisième là, le niveau n'est pas vraiment comme je le souhaite. J'ai changé mes approches pédagogiques, j'ai changé mes approches didactiques, mais malgré tout, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir, à avoir la moyenne. Je sais pas comment est-ce que quelle est la situation dans ta matière, si c'est un prof d'histoire. Il va dire oui, chez moi c'est comme ci, c'est comme ça. Si tu vois que là-bas c'est mieux, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Tu peux dire, d'accord, moi je pense qu'on peut faire ceci, et vous discutez pour pouvoir aboutir en tout cas à quelque chose que tu peux essayer aussi en tant que prof. Donc, mais en tout cas, il faut lire pour savoir qui peut être un mentor, qui est celui-là que tu dois respecter, mais qui est aussi celui à qui tu dois prendre la distance si la distance est nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important. Les collègues, comme je l'ai dit, ils peuvent aider, mais il faut aussi savoir qu'il y a certains qui ne sont pas prêts à aider. Voilà, il y a certains qui pensent que les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils savent tout. Donc, quand il dit les jeunes d'aujourd'hui, là, il faut savoir qu'il a déjà des prédispositions négatives. Et donc, du coup, voilà, il faut savoir marcher sur tes pas. Maintenant, la relation avec l'administration. On a cette mauvaise habitude dans nos écoles qui est d'engager des gens sans contrat. La plupart des écoles privées où vous allez partir, là, ils ont cette mauvaise habitude de vous engager sans contrat. Et s'il n'y a pas de contrat là, ça veut dire que administrativement, rien ne vous lie. Ils peuvent vous manipuler comme ils veulent, ils peuvent refuser de vous payer, ils peuvent à tout moment dire qu'ils n'ont pas de l'argent, ils vont diminuer vos vacations ou bien ils vont réduire vos heures. À tout moment, ils peuvent vous dire que ils peuvent imposer des jours fériés de l'école. Bref, s'il n'y a pas un contrat clair qui définir la relation qui va exister entre vous et l'école durant l'année scolaire là. Vous donnez toutes les cartes à l'administration pour toutes les décisions arbitraires. Donc, s'il n'y a pas de contrat, en début d'année, demandez à ce que il y ait un contrat et l'objectif, c'est de pouvoir brandir ce contrat-là un jour que voilà vous avez travaillé chez eux. S'ils disent qu'ils n'ont pas de contrat, demandez si vous pouvez leur proposer un modèle qu'ils pourraient adapter et signer. Mais en tout cas, en tant que vacataire, demandez à avoir un contrat. S'il y a un contrat, c'est dans le contrat maintenant que vous allez négocier votre salaire et mentionner votre salaire. Vous allez mentionner les horaires. Vous allez mentionner, en tout cas, tout ce qui est conditions de travail, ça va ressortir dans le contrat.
Et l'administration signe et garde une copie, vous signez et vous gardez une copie. Je sais que dans le formulaire, il y a un qui demandait qu'est-ce qu'on fait si l'administration refuse de payer le salaire. Il y a des juristes qui sont ici qui peuvent vous aider à avoir un contrat type pour la vacation. Au cas où un administrateur dit que il n'a pas de contrat, vous pouvez proposer le contrat type que vous avez. Donc, je vous encourage à discuter avec les juristes qui sont dans le groupe là pour qu'ils vous aident à avoir un canevas de contrat que vous allez garder sur vous. À chaque fois que une école vous appelle, vous partez, vous discutez des conditions. Une fois accepté là, vous ajoutez ça dans votre contrat type et vous lui demandez si vous pouvez signer un contrat avec eux pour pouvoir avoir une archive à présenter un jour. Donc, s'il dit que non, nous, on n'a pas de contrat, tu dis, est-ce que je peux vous proposer un modèle de contrat? S'ils sont d'accord, eh bien, vous prenez ce que le jury vous a aidé à rédiger et vous l'envoyez pour qu'il puisse signer. En tout cas, travaillez à ce qu'il y ait un papier qui justifie les conditions de votre collaboration. Et s'il y a violation, il y a possibilité de résoudre ça à l'amiable. Et si il ne veut pas résoudre ça à l'amiable, il y a l'administration qui est là, il y a la justice qui est là, et ça peut être tranché là-bas. Mais ne partez pas sur base de ce que on vous a dit oralement. Voilà, parce que si c'est oralement, après il peut revenir dire qu'il n'a pas dit ça, et ça reste entre vous, et puis voilà, sa parole contre votre parole. Ok. Et pour ce qui est des horaires, il y a un qui dit que il souhaiterait savoir comment négocier les heures pour pouvoir avoir plusieurs écoles ou plusieurs heures dans d'autres établissements. Ce que j'ai dit aux gens est que on ne peut pas exposer un problème sans proposition de solution. Il y a un prof de l'université Zida, prof Zida, qui disait quand tu lui posais une question, il te disait de te poser toi-même la question. Ask yourself. Parce qu'il se dit que quand quelqu'un pose une question, il a déjà une réponse pour laquelle il doute. C'est-à-dire il a une réponse à sa propre question, mais il n'est pas sûr si c'est la bonne réponse. Donc, il attend d'abord que tu apportes la réponse que tu as là. Et maintenant, lui, il peut te dire si c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Si c'est la mauvaise, il va te donner la bonne réponse. Mais avoir la réponse et puis demander encore, peut-être souvent avoir la bonne réponse et demander encore, c'est fatiguer les gens. Donc, c'est la même chose pour l'administration. Quand vous partez, je suis un censeur. J'ai pris tout le mois d'août pour planifier les heures. Et j'ai contacté d'abord ceux qui sont disponibles. Ils ont tous donné leur disponibilité et il reste maintenant quelques heures pour lesquelles on n'a pas de prof. Donc, quand j'appelle un vacataire, c'est pour lui donner les heures qui sont disponibles. Donc, si tu viens dire que tu ne peux pas enseigner à ces heures-là et tu n'as pas de proposition à me donner, c'est forcé qu'on ne va pas s'entendre. Mais si, par exemple, tu viens et tu vois que les heures que je propose ne te conviennent pas, tu peux avoir le prof d'SVT pour dire, ah, je dois enseigner tel jour de telle heure à telle heure, mais j'ai une autre proposition dans une autre école de telle heure à telle heure. Je ne sais pas si on peut s'échanger d'heures pour que je puisse profiter de l'enseignement qui est disponible de l'autre côté. S'il dit non, tu peux avoir le prof d'histoire géo. S'il dit non, tu peux avoir le prof de français. Et parmi tous les profs, si vous avez une bonne relation, on ne peut pas ne pas avoir un qui est prêt à changer donc d'heure avec toi. S'il est prêt à changer d'heure, tu pars maintenant voir l'administration pour dire, ah, je vois que je suis je suis programmé pour tel jour à telle heure et j'ai une contrainte à cette heure-là, mais j'ai échangé avec le prof d'histoire géo pour qu'on s'échange d'heure et il est prêt à me donner ses heures du samedi et prendre donc mes heures du lundi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire ces aménagements? Là, tu as posé un problème et proposé une solution. S'il n'y a pas de guerre entre toi et l'administration, normalement, ça doit pouvoir passer. Donc, les négociations d'heures là, ça commence d'abord par toi-même explorer les solutions possibles et tu pars à l'administration avec le défi et la solution que tu préconises. Et en principe, ça doit pouvoir aller de la sorte. Donc, il faut, avec l'administration, éviter les plaintes. Ne faites pas trop de plaintes. Allez toujours en position de plaidoyer. Et la position, le plaidoyer, c'est quoi? C'est aller avec un message. C'est-à-dire, vous présentez un problème et vous proposez une solution possible.
Voilà. Là, l'administration peut facilement prendre une décision. Mais si vous présentez uniquement le problème, ça veut dire que l'administration aura besoin de temps pour réfléchir et trouver la solution. Et ça va vous prendre encore tous, en tout cas, un temps. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette question-là.